Elle l'a classé en second, alors il s'est discrètement retiré de l'équation. Mélissa entrechoqua son verre de vin contre celui de Dean avec ce sourire radieux mère-fils qu'elle réservait pour les grandes occasions. Toute la tablée éclata de rire. Sa sœur, ses amis du club de lecture, quelques connaissances du travail qu'elle insistait à considérer comme sa famille. Elles gloussèrent toutes comme si ce qu'elle venait de dire n'était pas une gifle en plein visage, assénée avec la cuillère de sauce aux érelles. « Dean », répéta-t-elle, la voix forte, les joues empourprées. La bague que je lui avais achetée captait la lumière des bougies. Ma fierté, ma joie, mon numéro 1. Dean, arborant un sourire narquois de gamin qui vient de péter à l'église et sentir sans problème, leva aussi son verre. Sa chemise était froissée. Sa veste n'était pas assortie à son pantalon. J'avais payé pour les deux. Il allait avoir 32 ans en avril. Je levai lentement mon propre verre, sans sourire, sans colère non plus, simplement immobile. Quelqu'un, une des amies de Mélissa qui sentait toujours le gardénia et le spritzer au vin blanc, eut un rire nerveux. Et Michael alors? Il n'a pas droit à un toast, lui aussi? Mélissa ne s'y a même pas, il sait qu'il est le numéro 2. Il l'a toujours su. Elle se tourna vers Dean et ajouta avec un clin d'œil, certaines personnes comprennent simplement leur place. Une autre salve de rires étouffés. Certains polis, d'autres gênés. Le genre de rire que les gens ont quand ils sentent que quelque chose cloche, mais qu'ils ne veulent pas rater le dessert. Je soutins son regard une seconde de trop, puis je souris. C'est bon d'être classé, dis-je. Personne ne remarqua ma main se crisper sur le pied de mon verre. Ou le fait que je n'ai pas fini mon vin. Ou que je n'ai plus prononcé un mot du reste du repas. Après la tarte à la citrouille et l'obligatoire photo de groupe près de la cheminée. Après que Dean m'ait faussement étreint, puant l'eau de Cologne qui masquait quelque chose de plus fort. Après que Mélissa m'ait fait un bisou sur la joue en chuchotant, ne sois pas si susceptible. C'était juste une blague. Je suis monté à l'étage, j'ai fermé la porte du bureau et j'ai sorti le dossier. C'était une chemise bleue étiquetée à l'encre noire et nette, plan Delta. Le nom avait commencé comme une plaisanterie, mon petit nom de code de la guerre froide pour le divorce. Un plan qui serait finalement exécuté tactiquement, avec des trappes juridiques activées. Je l'avais commencé 4 ans plus tôt, après que Mélissa avait dilapidé $10 000 de notre compte joint pour sortir Dean d'une bagarre de bar à Miami. Elle n'avait pas demandé, elle avait juste dit, c'était urgent. Je vais arranger ça. Elle n'a jamais rien arrangé. Ce soir-là, j'ouvris le dossier pour la première fois en 10 mois. À l'intérieur se trouvaient des mots de passe, des formulaires notariés, des doubles de clés, des reçus scannés, des documents post-nuptiaux que Mélissa avait oublié avoir signés en échange d'un voyage en Toscane. Elle n'avait pas lu les petits caractères. Je l'avais fait vérifier 3 fois. J'ajoutais une nouvelle feuille, ébauche d'isolation des actifs 11.23. Je signai en bas, daté, et classai le tout. Puis, je pris la photo encadrée sur mon bureau. Celle que Mélissa n'avait jamais aimée. Celle de moi et de mon défunt frère Tom sur son ranch dans le Montana, souriant après avoir reconstruit la grange. De vrais sourires. Pas de classement. Juste de l'effort et du respect mutuel. Tom me disait toujours, les gens les plus bruyants dans une pièce sont toujours les plus vides. Laisse-le crier. Laisse-le porter un toast. Assure-toi juste que lorsque la musique s'arrête, c'est toi qui détiens l'acte de propriété. Je reposai la photo et éteignis la lumière. En bas, j'entendais la voix de Dean à travers les conduits de ventilation, forte et pleine de suffisance, se vantant d'avoir enfin lancé son entreprise de crypto-monnaie. Mélissa gloussa. Tu es brillant, chéri. Les gens ne comprennent tout simplement pas, je fermai le clapet de ventilation. Le lendemain matin, elle n'était que sourire doux et baisers endormis. Tu étais si silencieux hier soir. Ah oui, dis-je en préparant des œufs. Elle sirota son café. Ne sois pas bizarre. Tu sais comment je suis avec Dean. C'est mon bébé. Bien sûr, répondis-je en retournant un œuf. Tu l'as bien fait comprendre. J'ai laissé le dossier sur mon bureau en partant travailler. Non verrouillé, ouvert, centré sous la lampe. Pas pour qu'elle le voie. Ce n'était pas pour ça. C'était pour moi. Un rappel silencieux et constant. 12 ans de mariage, et j'avais toujours su que j'étais un second rôle dans le spectacle de quelqu'un d'autre. Mais maintenant j'avais mon propre script. Qu'il porte un toast à Dean.
J'avais déjà commencé à construire le plan de sortie. Non par amertume, mais par précision, par calcul. Et parce que Mélissa l'avait enfin officialisé, juste là, devant tout le monde, avec un verre de chardonnay et un sourire narquois, que je n'étais pas de la famille, j'étais un meuble, fonctionnel, remplaçable, silencieux. L'erreur qu'elle a commise, celle que les gens comme elle commettent toujours, c'est de penser que le silence signifie la capitulation. Ce n'est pas le cas. Cela signifie que j'ai arrêté de parler et commencé à observer. Le lundi suivant, pendant que Mélissa était à un brunch avec ses amis de yoga, se plaignant probablement que le lait d'avoine bio chez Sprout avait encore augmenté, je me suis rendu à la caisse de crédit avec mes documents soigneusement empilés dans un dossier marqué « Examen de routine ». C'est comme ça qu'on fait ces choses. Discrètement, avec le mot « routine », se chargeant de dissiper toute méfiance. La réceptionniste m'a offert un café. J'ai décliné. Je n'étais pas là pour siroter quoi que ce soit. Le gestionnaire de compte, un type nommé Ray qui m'appelait Mike comme si nous étions de vieux copains de pêche, m'a accueilli avec un sourire qui s'est estompé dès qu'il a vu mes papiers. J'aimerais restructurer nos actifs de retraite, dis-je en posant le dossier sur son bureau. Juste pour aligner les contributions avec la propriété. Les doigts de Ray planaient au-dessus de son clavier. Bien sûr. Vous et Mélissa avez le fonds commun, n'est-ce pas? C'est le cas, techniquement, je me penchais en avant, calme mais ferme, mais les contributions des 12 dernières années sont entièrement les miennes. Chaque centime, moins les $2500 qu'elle a ajoutés une fois parce qu'elle pensait que cela lui donnerait un avantage fiscal, ce qui n'était pas le cas. Ray tenta un petit rire poli. Je ne le lui rendis pas, je ne retire rien, précisai-je. Je déplace simplement ce qui est proportionnellement à moi, sur la base des dépôts documentés, dans une rente viagère protégée. Cela restera un actif de retraite, mais plus un actif partagé. Il cligna des yeux. Vous êtes sûr de vouloir faire ça sans en discuter? Elle a rendu ses priorités très claires, Ray. Je ne fais que suivre son exemple. Je fis glisser un document sur la table, déjà notarié. Autorisation de transfert. Tout est en règle. Les clics du clavier s'accélérèrent. Il navigua à travers les écrans de compte, ses yeux passant de mon tableur aux soldes officiels. Vous voulez la rente à votre nom seul? Demanda-t-il en faisant une pause. Oui. Clause bénéficiaire standard, pas d'accès conjoint. Je m'occuperai des impôts. Ray expira, clairement mal à l'aise. Je dis juste ça comme ça. La plupart des gens ne feraient pas ça sans en parler à leur conjoint. Je souris, de la même manière que vous souriez à un serveur qui continue de vous recommander un vin auquel vous êtes allergique. J'aligne juste les chiffres, dis-je, avec les priorités. Il ne demanda pas ce que je voulais dire. Il n'en avait pas besoin. Quand je suis sorti une heure plus tard, la majeure partie de notre soi-disant pécule de retraite commun, $1 482 900 pour être exact, reposait en toute sécurité dans une rente viagère protégée sous mon seul contrôle. Toujours investi, toujours en croissance, toujours destiné à la retraite, mais plus la sienne. J'ai laissé sa part intacte. Je n'étais pas vindicatif. Qu'elle garde ses $2500. Qu'elle se sente en sécurité. De toute façon, elle ne vérifiait jamais les relevés. Mélissa croyait en l'illusion du contrôle, pas en ses mécanismes. Elle aimait les mots de passe dont elle ne se souvenait pas et les comptes joints auxquels elle ne contribuait jamais. Elle aimait l'apparence du partenariat, pas les calculs. Plus tard ce soir-là, pendant le dîner, elle mentionna quelque chose à propos d'emmener Dean faire une retraite de guérison à Sedona. Ce serait bon pour ses chakras, dit-elle, comme si elle savait ce qu'était réellement un chakra. Je ne dis rien. Je la regardais par-dessus ma pomme de terre au four et calculais mentalement le coût d'une semaine à Sedona au spa qu'elle aimait. $7 400 pour une suite privée. $1 200 pour le yoga guidé et la thérapie. $900 de plus pour les consultations nutritionnelles et les suppléments constants de Dean. Alcool, herbes, probablement une quelconque acquisition impulsive à la boutique de souvenirs. Elle n'allait pas me demander de financer ça. Ça viendrait plus tard. Elle planterait la graine maintenant et s'attendrait au chèque à la pleine lune ou à n'importe quelle autre croyance des gens de Sedona. Je raclai le dernier reste de crème fraîche de mon assiette. Elle attrapa son vin. Tu as été silencieux ces derniers temps. Ah oui? Tu n'es pas fâché à propos du toast, n'est-ce pas? Demanda-t-elle en souriant. C'était juste une blague. Les gens ont ri.
Ah oui, dis-je. Les gens aiment les blagues, surtout quand ils ne sont pas la chute. Elle fronça les sourcils une seconde, puis sourit comme si je venais de complimenter sa robe. Tu n'es pas jaloux de Dean, n'est-ce pas? C'était sa carte préférée. M'accuser de jalousie pour détourner l'attention de la réalité, je n'étais pas dans ses 3 premières priorités. Peut-être même pas dans les 5 premières. D'abord Dean, puis son thérapeute, puis son club de vin, peut-être le chien ensuite. Bien sûr que non, dis-je en me levant. C'est ton numéro 1. Je connais mon rang. Elle rit et se versa plus de vin. Cette nuit-là, je ne touchais pas au plan Delta. Pas besoin. L'argent était déjà déplacé. Le détonateur avait déjà été actionné. Et quand elle vérifierait le relevé commun à la fin du mois, ce qu'elle ne ferait pas parce qu'elle ne l'avait jamais fait, elle verrait toujours un solde qui semblait normal. Elle ne saurait pas que les murs de sa sécurité financière s'étaient déplacés silencieusement, grâce à une seule signature un lundi matin. Ce n'était pas de la vengeance. C'était un rééquilibrage, une correction. C'était des maths. Parce que si j'étais le numéro 2, je n'allais certainement pas financer le numéro 1. Dean débarqua un jeudi après-midi, sentant le déodorant Axe et le désespoir. J'entendis sa voiture avant de la voir. Une sorte de location surpuissante avec des néons sous la caisse et des plaques de Floride, comme s'il pensait auditionner pour un reboot de Fast and Furious, édition faillite. Les pneus crissèrent dans l'allée comme s'il faisait une entrée à Coachella. Je levai les yeux de mon tableur et notai sur un post-it, Dean 14h41. Imprévu. Pas de SMS rappel. Il sonna à la porte alors qu'il avait toujours eu une clé. Mélissa se précipita pour ouvrir comme une adolescente accueillant le roi du bal. Dean, regarde-toi, s'extasia-t-elle, le serrant si fort qu'on aurait dit qu'il revenait de la guerre, et non d'une retraite silencieuse ratée à Temecula où il avait apparemment failli libérer son génie financier. Yo, Mikey, cria Dean depuis l'entrée, me faisant des pistolets avec les doigts. Il m'appelait comme ça parfois, quand il avait besoin de quelque chose, jamais quand ce n'était pas le cas. Dean, dis-je en hochant la tête, sans me lever. Je révisais à nouveau des notes de planification successorale. Il s'affala sur le canapé, les jambes écartées, le téléphone toujours à la main, l'écran allumé sur un NFT d'un furet de dessin animé avec des lunettes de soleil. Bon, grande nouvelle. J'ai le prochain gros coup, et vous allez vouloir embarquer tôt. Très tôt, avant que ça n'explose. Mélissa se percha sur le bord du canapé comme s'il s'apprêtait à dévoiler un remède contre le cancer. Oh, chérie, dis-nous. Tu as toujours eu de si bons instincts. Je me mordis l'intérieur de la joue. Dean se lança comme dans un TED Talk sous Adral. Ok, voilà le plan. On importe des montres de luxe d'un fournisseur boutique à Budapest. Croyez-moi, elles sont faites à la main par des moines ou un truc du genre, et on tokenise chacune d'entre elles sur la blockchain. Chaque montre vient avec un NFT unique qui prouve l'authenticité. Boum. Exclusivité. Rareté. Les gens vont se jeter dessus. Je le fixai. Il prit mon silence pour de l'admiration. C'est un modèle commercial hybride. Des actifs du monde réel soutenus par une rareté numérique. En plus, la marge est démente. On parle de retour sur investissement de 4 cents pour cent minimum. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'environ 35 000 $ pour lancer le truc. Vous êtes partant? Mélissa me regarda comme si elle venait d'assister à la seconde venue du Christ. Il est brillant, n'est-ce pas? Visionnaire, dis-je platement. Dean, apporte-moi un business plan. Budget détaillé, contrat avec les fournisseurs, validation juridique, retour sur investissement projeté sur 6 mois minimum. Si ça tient la route, je programmerai une réunion avec 2 personnes de confiance. Les yeux de Dean s'écarquillèrent une seconde. Oh. Ouais, carrément. Il me faut juste un jour ou 2 pour, tu sais, formater tout ça. C'est surtout dans ma tête pour l'instant, mais je peux le mettre en forme. Qui sont ces personnes? De vieux amis, dis-je. Ils sont spécialisés dans la vérification préalable. S'ils aiment le projet, on parlera chiffres. Mélissa applaudit. C'est génial. Il a enfin un plan. Dean me fit un pouce levé maladroit et marmonna quelque chose à propos de préparer la présentation. Il partit 20 minutes plus tard, déjà en train d'envoyer des SMS en sortant de l'allée. Son pare-chocs arrière racla à nouveau le trottoir.
Je montai à l'étage, ouvris le plan Delta et tapai une nouvelle entrée, visite de Dean 23 mars. Combine crypto NFT montre. Pas de document. Promesse de plan sous 48H. Soutien conditionnel offert. Vérification promise. Mélissa 100% engagée émotionnellement. Aucun suivi attendu. 3 semaines passèrent. Rien. Pas de plan, pas d'email, pas d'appel, pas de réunion. Juste une publication Instagram de Dean sur une plage à Tulum avec une fille de la moitié de son âge et une légende qui disait « Manifester un revenu passif billets et les gouttelettes vagues Grimod Stewok ». J'imprimai la publication et la classai sous « Entreprise fantasmée de Dean ». La 4e semaine, Mélissa entra dans le bureau avec une tasse de thé et ce regard qu'elle prend quand elle a déjà choisi son camp, et que ce n'est pas le mien. « Tu n'as pas relancé Dean, dit-elle, les sourcils levés. Étais-je supposé le faire, demandai-je sans lever les yeux de mon document. Tu lui as dit que tu demanderais à tes contacts de le rencontrer. Je lui ai dit d'apporter un business plan. Il ne l'a pas fait. Elle soupira théâtralement et s'assit en face de moi comme si c'était une séance de thérapie de couple. Tu es encore en train d'être passif-agressif. Je fermai le dossier et croisai enfin son regard. Non, je suis juste en train d'être le second. Elle n'aima pas ça. La phrase resta là, comme une pêche pourrie sur la table. Elle se leva sans un mot de plus et partit en marmonnant quelque chose à propos de ne pas soutenir ses rêves. Je ne demandais pas si elle parlait des miens ou de ceux de Dean. Nous connaissions tous les deux la réponse. Cette nuit-là, je me connectais à l'application de notre système de sécurité et visionnais les images de la visite de Dean. Chaque mot, chaque geste, chaque promesse, juste au cas où. Pas parce que j'en avais besoin maintenant, mais parce que je connaissais Dean et je connaissais Mélissa, et les schémas ne se brisent pas d'eux-mêmes. C'était un mardi quand j'ai reçu l'appel. Pas de Mélissa, pas de Dean, mais de Ron Whittaker, un vieil ami de l'armée qui travaillait maintenant dans l'administration municipale. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois. Ron est un de ces hommes qui n'est pas du genre à gaspiller ses mots. Alors, quand j'ai décroché et que je l'ai entendu dire « Tu devrais peut-être jeter un œil à ta voiture, Mike », j'ai su que ce n'était pas un appel de courtoisie. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est mentionnée dans un rapport de police. Conduite en état d'ivresse, dommages matériels. Conducteur identifié comme Dean Langford. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mon cerveau s'est juste mis en pause, comme s'il s'était attendu à cet appel depuis le début et attendait la confirmation. Ron continua, lisant ses notes comme s'il commandait à déjeuner. Le véhicule a heurté une borne de stationnement et a accroché un range-vélo en centre-ville. A refusé l'alcotest, a été agressif avec l'agent. Immatriculé à ton nom. Mélissa Langford a dit verbalement sur les lieux que c'était la sienne, mais la carte grise et le titre de propriété sont revenus à ton nom. La chronologie se mit en place comme les pièces d'un puzzle que je n'avais jamais voulu assembler. A-t-il été arrêté? Détenu, puis relâché après traitement. Pas encore d'accusation formelle, mais ça va venir. Des biens de la ville ont été endommagés. La borne est une perte totale. Il y a une caméra. C'est clair comme le jour. Je le remerciai, dis que j'allais m'en occuper, et raccroché. Puis je suis resté assis dans mon bureau à domicile pendant un moment, fixant la photo encadrée de Mélissa et Dean à sa remise de diplôme, celle qu'il n'avait techniquement pas obtenue car il n'avait jamais payé les derniers frais de scolarité ni terminé ses heures de stage, mais cela n'avait pas d'importance. Mélissa avait insisté pour qu'on l'encadre. J'ouvris le tiroir du classeur et sortis le plan Delta. 2 mois plus tôt, quand Mélissa m'avait demandé d'emprunter la voiture pour des courses parce que la sienne était au garage, je lui avais donné les clés sans réfléchir. La voiture était la mienne. Titre de propriété, immatriculation, assurance, mais je ne l'utilisais plus beaucoup. La semi-retraite a cet avantage. Je n'ai pas posé de questions, mais elle ne m'a pas dit que Dean la conduisait. Il n'était pas sur l'assurance. Il n'avait même pas de permis de conduire valide à ce moment-là. Chose que je découvrirais seulement après avoir demandé un relevé de son dossier de conduite plus tard cette semaine-là, par curiosité morbide. Mélissa n'avait rien dit. Ni quand c'est arrivé, ni le lendemain. Ni cette semaine-là. Elle a continué comme si de rien n'était. Souriant à table, regardant ses séries, réservant un massage, commandant des sushis. Pas un mot. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai même pas demandé pourquoi.
J'ai appelé ma compagnie d'assurance à la place. Je leur ai dit que je devais révoquer rétroactivement toute autorisation d'utilisation du véhicule. Et pour l'avenir, j'ai déposé une déclaration signée précisant que Dean Langford n'avait jamais été autorisé à conduire mon véhicule. Pas une seule fois, même pas de manière occasionnelle. J'ai soumis une déclaration sous serment notarié. J'ai tout fait en 24 heures. Si Dean essayait de réutiliser la voiture, elle serait désormais signalée sous mon compte comme une utilisation non autorisée. Tout incident retomberait sur lui. Pas sur moi, pas sur mes primes, pas sur mon dossier. Le silence de Melissa avait officiellement brisé les dernières illusions que j'aurais pu avoir sur le partenariat. Elle ne couvrait pas Dean. Elle le choisissait, encore une fois, à n'importe quel prix. Ce week-end-là, elle mentionna nonchalamment au petit déjeuner, « Oh, Dean a eu une petite altercation avec des flics de la ville. » Rien de grave. Ils ont complètement surréagi. Je pense que l'un d'eux n'aimait tout simplement pas sa tête. Je pris une bouchée de toast. Est-ce qu'il conduisait? Eh bien, oui, juste brièvement. J'avais la voiture. Il m'aidait juste pour quelque chose. La voiture de qui? La tienne? Quoi? Oh. J'hochai la tête. Donc, il était assuré alors? Elle cligna des yeux. Je veux dire, je suppose. Tu supposes que la loi se plierait à tes suppositions? J'inclinai la tête. C'est audacieux. Elle rougit. Michael, ce n'est pas si grave. Je ne voulais juste pas te stresser. Tu surréagis toujours à ce genre de choses. Ce n'est qu'une voiture. Non, dis-je calmement en sirotant mon café. C'est une responsabilité. Et maintenant, ce n'est plus la mienne. Pas de la manière que tu pensais. Son visage se raidit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je souris sans chaleur. Ça veut dire que j'ai appelé l'assurance, ajusté les autorisations. La prochaine fois que Dean conduira ma voiture, il commettra un délit. Pas un emprunt de faveur. Sa bouche s'ouvrit, se referma, s'ouvrit à nouveau. Tu n'avais pas à faire ça. Mais si, dis-je en me reculant de la table. Parce que je n'aime pas les surprises, surtout quand elles apparaissent dans des rapports de police sous mon nom. Elle me suivit dans le couloir. Tu es ridicule. Non, dis-je en prenant mon manteau. Je suis le second. Et je suis parti. Cette nuit-là, j'ai vérifié les images de notre caméra de porte d'entrée. Je ne me souvenais pas que Dean avait pris la voiture, mais bien sûr, le voilà. 14h13 un samedi, sortant avec arrogance comme s'il en était le propriétaire, les clés pendant à sa main, portant les lunettes de soleil de Melissa et sirotant quelque chose dans un gobelet en acier inoxydable. Son sourire narquois disait tout. Il ne pensait pas qu'il aurait un jour à rendre des comptes. Et jusqu'à maintenant, il avait raison. Il était 10h42 du matin quand le premier appel manqué est arrivé, puis un autre, puis un troisième 4 minutes plus tard. Melissa n'appelait jamais 3 fois de suite. Elle préférait le silence dramatique ou les monologues émotionnels, jamais le désespoir. Mais quelque chose avait changé. Au 5e appel manqué, j'ai retourné le téléphone face contre la table à côté de mon thé. Je savais exactement de quoi il s'agissait. La nuit précédente, Dean avait de nouveau été embarqué. Cette fois, pas seulement pour une accusation de conduite en état d'ivresse ou de comportement dangereux, mais pour résistance à l'arrestation, mise en danger de la vie d'autrui, et juste pour le panache, menace envers un officier avec des relations puissantes. Apparemment, il leur avait dit que j'étais en gros un lobbyiste au niveau de l'État et qu'il faisait une erreur de carrière. Je n'étais pas un lobbyiste. J'étais un actuaire. Dean n'a jamais su la différence. Melissa n'avait pas appelé cette nuit-là. Peut-être pensait-elle pouvoir gérer la situation elle-même. Peut-être supposait-elle que j'accourais dès que j'en entendrais parler. Peut-être était-elle simplement trop fière pour le dire à voix haute. Mais les messages vocaux de ce matin racontaient une autre histoire. Quand j'ai finalement pris le téléphone et ouvert l'application, le message vocal le plus récent commençait au milieu d'un sanglot. Michael, s'il te plaît. Je ne savais pas que le titre de propriété avait changé. Ils ne me laisseront pas utiliser la maison pour la caution. Ils ont dit que tu avais déposé quelque chose il y a 2 mois. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil et j'ai laissé le message se dérouler. Je suis à la banque. Ils ont dit que l'acte de propriété n'est plus à nos 2 noms.
Tu ne me l'as même pas dit. J'essaie d'aider mon fils. C'est ton beau-fils. Tu ne t'en soucies pas? Tu ne vois pas ce qui se passe. Elle pleurait. Pas le reniflement manipulateur qu'elle utilisait quand elle voulait que je répare une erreur, mais le vrai sanglot brut qui vient quand on réalise que le filet sous son trapèze n'a jamais vraiment été là. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert mes dossiers, j'ai trouvé l'audio que j'avais enregistré il y a 4 mois, et j'ai appuyé sur lecture. C'était un extrait de son brunch d'anniversaire avec ses 2 amis les plus proches, Bethany et cette femme à l'accent français affecté, Claudine. Elles avaient toutes bu trop de mimosa et avaient trop peu de limites. Mélissa planait sur le sentiment d'être adorée. Michael est gentil, disait Claudine dans l'enregistrement. Stable. C'est un bouche-trou, avait ri Mélissa. Dean est tout pour moi. Michael est juste le type qui paie les factures. Elles avaient toutes ri. Moi non. J'avais sauvegardé l'extrait pour des raisons que je ne pouvais pas articuler à l'époque. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus froid. Comme quand on voit une fissure fine comme un cheveu sur son pare-brise et qu'on sait que ce n'est qu'une question de temps. Maintenant, assis dans mon bureau, cette fissure avait parcouru toute la fondation. La maison qu'elle essayait d'utiliser pour la caution. Elle était techniquement à moi maintenant. J'avais changé l'acte de propriété il y a 2 mois, discrètement, légalement, et en toute transparence via le trust que j'avais mis en place avant même notre mariage. Le titre de propriété conjoint était une courtoisie, une que j'avais révoquée après l'incident de la voiture et les mois passés à la regarder privilégier le chaos aux conséquences. Elle n'avait pas remarqué le changement parce qu'elle ne vérifiait jamais les documents, ne lisait jamais au-delà du titre. Elle était le genre de personne qui parcourait les emails et cliquait sur « J'accepte » avant de lire les conditions. Et j'avais toujours été l'homme en arrière-plan qui s'assurait que le toit tenait bon pendant que la tempête faisait rage. Mais cette fois, j'avais retiré le parapluie. Non par dépit. Par clarté. Je fis défiler jusqu'à son 2e message vocal. Michael, s'il te plaît. Ce n'est pas le moment de jouer à des jeux. Dean a besoin d'aide. Il ne va pas bien. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de la famille. Tu es de la famille. Cette dernière phrase avait le goût du lait tourné dans mon estomac. Elle m'avait appelé « famille » pour la première fois depuis, peut-être, toujours. Trop tard. Je cliquais sur « sauvegarder » et classais les messages vocaux sous plan delta. Puis je me levais, me dirigeais vers la cuisine et me versais un verre d'eau. Le soleil passait à travers les stores en fine latte, coupant le comptoir en une géométrie parfaite. Tout dans la maison était propre, immobile, contrôlé. Elle ne savait pas que la maison ne faisait même plus partie de son patrimoine. Je l'avais transférée dans un trust révocable. Le mien seul. Après les retombées de l'assurance, déposées discrètement, approuvées par le même notaire qui avait autrefois été témoin de notre contrat post-nuptial. Mélissa avait renoncé à ses droits des années auparavant sans même sourciller. Elle pensait que c'était de la paperasse de refinancement. Je lui avais tendu un stylo plume. Elle n'a jamais posé une seule question. Et maintenant, quand elle avait besoin d'un levier, toutes les poignées manquaient. L'appel suivant arriva. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, je retournai mon téléphone, retournai à mon bureau et repris l'écriture d'une lettre de condoléances à un ami qui avait perdu sa femme. Quelqu'un qui savait réellement ce qu'était la loyauté. Je n'avais pas de temps pour les femmes qui portaient des toasts à leurs fils et enterraient leur mariage dans la mousse de mimosa. Dean avait été tout pour elle. Maintenant, elle pouvait financer sa caution avec l'amour et la loyauté dans lesquels elle avait si lourdement investi. J'espérais que ce serait suffisant. Le steakhouse était l'un de ces endroits lambrissés de bois ancien avec des banquettes en cuir, un éclairage tamisé et un maître d'hôtel qui portait de vrais boutons de manchette. Pas de marque, pas de page Instagram, juste un héritage et le silence. Le genre d'endroit qui ne faisait pas de ballon d'anniversaire ni ne chantait. Il vous apportait simplement la bouteille que vous demandiez et vous laissait tranquille. Exactement ce que je voulais. Mon 65e anniversaire n'était pas censé être un spectacle. Pas de publication Facebook, pas de chapeau de fête, juste 6 personnes qui comptaient. Toutes calmes, toutes loyales, toutes méritées. Il y avait Karl, mon mentor du cabinet d'actuariat, qui m'a appris que le bruit n'est pas une valeur. À côté de lui, Linda, mon avocate spécialisée en succession et probablement la personne la plus intelligente de la pièce à tout moment. Harold, un comptable à la retraite qui m'a sauvé la mise en 2008.
Marian et Élise, mes voisins qui ont un jour grimpé à une échelle pendant un orage pour m'aider à réparer le toit. Et enfin, Janice, la veuve de Tom, la femme de mon défunt frère, maintenant une amie chère et le souvenir vivant de l'homme qui m'a appris ce qu'était vraiment l'endurance. Pas de Mélissa, pas de Dean. Ce n'était pas une erreur. Les invitations avaient été envoyées par lettre, signées à la main. Je n'en avais pas parlé à la maison. Il n'y avait pas eu d'annonce, pas de rappel de calendrier. J'ai quitté la maison ce soir-là dans un costume bleu marine, j'ai dit à Mélissa que j'avais un truc, et je suis sorti avec rien d'autre que mes boutons de manchette et une boussole. Le dîner était à mi-chemin du deuxième plat lorsque la perturbation est arrivée. Dean. Bien sûr, c'était Dean. Il n'est pas entré. Il a fait irruption, bruyant, mal habillé, puant ce qu'il appelait du parfum ces jours-ci et probablement de la vodka. Il a balayé la pièce du regard, m'a repéré dans la banquette du fond et a marché vers nous comme un flic avec quelque chose à prouver. Sérieusement, tu n'as pas invité maman, cracha-t-il, assez fort pour que la table derrière nous se taise. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement plié ma serviette et l'ai posée doucement sur la table. Elle t'a élevé comme un putain de roi, a-t-il fulminé, gesticulant sauvagement. C'est ta famille, et tu es assis là comme un banquier dans un club de garçons. Qui diable sont ces gens? Linda me regarda, calme, imperturbable. Karl sirota son vin. Je vais te demander de partir, dis-je sans élever la voix. Dean se pencha plus près. Tu penses que tu peux simplement nous rayer de ta vie? Après tout? Je fis un signe vers le bar. Le directeur apparut en quelques secondes. Monsieur Langford? J'hochai la tête une fois. Cet invité ne fait pas partie de ma fête. Veuillez le raccompagner à la sortie. Soyez gentil, mais ferme. Les yeux de Dean s'écarquillèrent. Tu me fous dehors le jour de ton anniversaire? Non, dis-je en ajustant ma manche. Je continue mon dîner. C'est toi qui l'interromps. Le directeur posa une main doucement sur l'épaule de Dean. Dean la repoussa. Tu crois que c'est fini, le vieux? Tu crois que tu peux juste ignorer ta famille? Je le regardai. Vraiment. La mâchoire pendante, les yeux pleins de fureur et de suffisance, les vêtements qui ne lui allaient pas. La façon dont il se tenait comme s'il avait la supériorité morale, mais ne pouvait pas expliquer pourquoi. Tu as raison, dis-je d'un ton égal. Je peux l'ignorer. C'est la différence entre toi et moi. Il était parti en 2 minutes, mais le bruit ne s'arrêta pas. Car bien sûr, Mélissa devait essayer. 10 minutes plus tard, alors que nous servions le vin rouge, les fenêtres vibrèrent sous les cris de l'extérieur. Je regardai par-dessus l'épaule de Karl et la voilà, debout sur le trottoir avec des talons trop hauts pour son âge, criant mon nom comme si c'était une scène de crime. Michael! Michael, sors d'ici tout de suite. Je serai entendu. Janice haussa un sourcil. Marian tamponna calmement ses lèvres avec une serviette en tissu. Linda eut un sourire narquois. Mélissa frappa à la fenêtre une fois. 2 fois. Je levai mon verre. Ça, dis-je à la table, c'est le son de la première place qui perd son public, une légère onde de rire parcourut la banquette. Puis le silence à nouveau. Un silence magnifique. Absolu. Nous avons trinqué. Non pas pour nous réjouir, mais pour marquer quelque chose de net, de final. Mélissa n'est pas entrée. Elle a crié pendant quelques minutes de plus. Quelque chose sur la trahison, sur des années perdues, sur le fait que je n'étais rien sans elle. Rien de tout cela n'a eu d'effet. Non pas parce que les mots étaient faux, mais parce qu'ils ne m'appartenaient plus. Au moment où le dessert est arrivé, une crème brûlée et un porto millésimé, elle était partie. Dean aussi. Juste des farces estompant dans la circulation. Et moi, j'étais assis parmi 6 personnes qui me voyaient, qui m'entendaient, qui au fil des décennies avaient construit quelque chose avec moi qui n'avait pas besoin de bruit pour exister. C'était mon vrai cadeau d'anniversaire. Le silence mérité. Le téléphone sonna juste avant midi. Je reconnus instantanément le numéro. Bethany Carlton, la meilleure amie de Mélissa depuis l'université. Demoiselle d'honneur à notre mariage. Marraine de Dean, bien que je ne sois pas sûr qu'elle ait jamais apprécié cette nomination particulière. En 3 décennies, Bethany ne m'avait jamais appelé directement. Pas quand Mélissa s'était foulé la cheville.
Pas quand Dean avait démoli sa première voiture. Pas même quand la mère de Melissa était décédée et que j'avais dû organiser les funérailles seul. Mais aujourd'hui elle appelait. Je ne répondis pas tout de suite. Je fixais simplement le nom qui clignotait à l'écran, le regardais s'estomper, puis réapparaître 10 secondes plus tard. Persistante, prévisible. À la 3e sonnerie, je décrochai. Michael, dit-elle, sautant tout préambule. Sa voix était tendue. Le genre de tension qui vient quand quelqu'un essaie de ne pas pleurer tout en essayant de ne pas admettre que vous aviez raison. Bethany, dis-je en m'asseyant lentement. Comment va Atlanta? Épargne-moi les banalités, coupa TL. Je n'ai pas appelé pour prendre des nouvelles. J'ai appelé parce qu'elle est en train de s'effondrer. Melissa est en train de perdre pied. Silence. Elle n'a pas mangé depuis 2 jours, continua TL, comblant le vide. Elle ne dort pas. Elle se blâme, mais en même temps, elle ne comprend pas pourquoi tu es si froid. Elle ne comprend pas, répétai-je. Elle est toute seule, Michael. Elle a eu Dean. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Longue, lourde. Dean n'est pas passé depuis des jours. Il se fait discret. Quelqu'un lui a dit que le procureur pourrait ajouter des accusations de fraude. Il prend ses distances. La chose la plus intelligente qu'il ait faite, marmonnai-je. Bethany ne rit pas, elle m'appelle constamment en pleurant, me demandant si je pense que tu reviendras un jour. Tu étais l'encre, Michael. Dis ce que tu veux de ses choix, mais tu as toujours été celui qui tenait le tout ensemble. Elle l'a bien fait comprendre il y a des années, dis-je calmement. J'étais le générateur de secours. Je n'avais d'importance que lorsque les lumières s'éteignaient. Elle ne pense pas clairement. Elle ne l'a jamais fait. Elle n'a simplement pas remarqué le coup jusqu'à ce que la facture arrive. La voix de Bethany se brisa. Tu ne vas vraiment pas l'aider? Je l'ai déjà fait, dis-je. Pendant 12 ans, discrètement, de manière fiable. Elle a échangé ça contre des feux d'artifice et de la flatterie d'un homme-enfant qui ne s'est pas éplé fiduciaire. Je me levai et me dirigeai vers le bureau. La lumière de la fenêtre attrapa le bord du dossier. Plan Delta, toujours ouvert depuis la nuit précédente. J'en sortis une seule page et pris une photo avec mon téléphone. Puis une autre, et encore une autre. Je t'envoie quelque chose par texto, dis-je. Une pause. Qu'est-ce que c'est? Des preuves. Je lui envoyai 3 images. La première était la page du contrat post-nuptial que Melissa avait signé en 2014 en échange d'un accès partiel au fonds de vacances de Tao. Elle ne l'avait jamais lu. Elle voulait juste le voyage. La deuxième, la clause que j'avais insérée, examinée par 3 avocats, spécifiant que toute utilisation de la garantie conjointe pour satisfaire une dette de tiers, à l'exclusion des obligations conjugales, déclencherait des protections d'actifs automatiques et une réversion de titres en vertu de notre trust marital existant. Et la troisième, une copie de la récente demande de prêt de caution de Melissa, où elle avait tenté d'utiliser la maison, ma maison, comme garantie pour la libération de Dean. Bethany resta silencieuse pendant un long moment. Elle a signé ça. Doucement, dis-je, en toute connaissance de cause. C'est sa signature. Datée, attestée, classée. Elle ne savait pas ce que ça signifiait, chuchota Bethany. Non, convins-je. Elle ne se souciait pas de ce que ça signifiait. C'est pire. Je pouvais l'entendre respirer, lentement et superficiellement. Ce n'est pas une mauvaise personne, Michael. Moi non plus. Un autre silence. Elle a tout perdu, dit finalement Bethany. La maison. Toi. Dean est en chute libre. Ses amis prennent leur distance. Tout s'écroule. Non, dis-je en me rasseyant. Tout se révèle. Grosse différence. Bethany ne discuta pas, restant juste là comme quelqu'un debout dans l'embrasure d'une porte, ne sachant pas s'il devait dire au revoir ou simplement partir tranquillement. Je terminai l'appel par un doux « Prends soin de toi, Bethany », et raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Puis j'éteignis mon téléphone. Le texto que je lui avais envoyé n'était pas pour Melissa. Ce n'était même pas vraiment pour Bethany. C'était pour mémoire. Une dernière entrée dans un registre qui se remplissait tranquillement depuis des années. Melissa avait passé des décennies à décorer la maison de notre mariage avec des bannières proclamant « famille »,« loyauté » et «
amour inconditionnel. Mais quand les poutres se sont fissurées, quand le toit s'est effondré, elle a couru vers la seule personne pour qui elle avait jamais construit, Dean. Et maintenant, les murs étaient partis, le silence résonnait, et la fondation, celle qu'elle n'avait jamais pensé à vérifier, était la mienne. Le palais de justice avait cette odeur que je me rappelais des centres de traitement militaire, moquettes défraîchies, air recyclé, et quelque chose de vaguement métallique, comme des nerfs institutionnels imprégnés dans les murs. Il était un peu après 20 heures quand je suis arrivé. Pas parce que j'y étais obligé, mais parce que je voulais voir la fin. J'avais vu Dean créer des problèmes pendant plus d'une décennie, esquivant la responsabilité comme si c'était un plafond bas. Toujours certain que quelqu'un d'autre paierait le péage. Habituellement, ce quelqu'un, c'était moi. Pas ce soir. La salle d'audience 3C était froide et sans cérémonie. Des néons bourdonnaient au-dessus de nos têtes tandis que l'huissier appelait le rôle. Quelques rangées de bancs en bois accueillaient les suspects habituels, des avocats de la défense épuisés, des commis d'office aux yeux flous, et des parents s'accrochant à l'espoir comme du linge humide sous la pluie. Mélissa était assise de l'autre côté, vêtue de noir comme si elle assistait à des funérailles. Peut-être pensait-elle que c'était symbolique. Peut-être pensait-elle que cela la rendrait plus sympathique. Son avocat, un homme aux cheveux gris avec la mâchoire d'un politicien déchu, se tenait à côté d'elle, feuilletant des papiers avec une fausse confiance. Dean fut amené, vêtu d'une combinaison de prisonnier couleur moutarde de cantine. Ses cheveux étaient plaqués en arrière, probablement avec de la salive, et sa posture criait toujours l'arrogance, bien que les cernes sous ses yeux suggèrent que la réalité l'avait enfin rattrapé. Quand il me vit assis calmement près du fond, son sourire narquois vacilla. Mélissa se tourna sur son siège et croisa mon regard. Son expression vacilla entre la rage, le désespoir, et autre chose. De l'espoir. Peut-être. L'espoir que je sois venu sauver la situation comme je l'avais toujours fait. Le juge entra et alla droit au but. Dossier 29173. Dean Langford. Accusations multiples, conduite en état d'ivresse, résistance à l'arrestation, destruction de biens de la ville, obstruction, et défaut de comparution à une convocation antérieure. Dean se tortilla. Mélissa se pencha en avant. Son avocat se racla la gorge. Votre honneur, la mère de mon client est prête à garantir la caution avec le soutien de monsieur Michael Langford, le beau-père de l'accusé, qui a historiquement fourni un soutien financier et dispose d'actifs amples pour garantir la conformité. Il dit cela comme une plaidoirie finale, avec le sourire d'un vendeur. Le juge baissa les yeux sur la paperasse, attendant que le greffier lui passe le dossier supplémentaire. Il était déjà là, daté de 31 jours, signé, notarié, scellé. Une révocation légale de toute responsabilité financière, de garde ou fiduciaire pour Dean Langford, effective immédiatement dès son dépôt, classé sous plan Delta, section 6. Cela m'avait pris 3 réunions, un examen éthique et une note d'intention en béton, mais c'était là, devant le juge. Il ajusta ses lunettes. Monsieur Langford a soumis des documents révoquant toute responsabilité légale ou financière envers l'accusé. La révocation est antérieure à l'audience d'aujourd'hui. Elle est conforme à toutes les lois. La tête de Mélissa tourna si vite que j'ai cru entendre une vertèbre claquer. Son visage devint couleur de cendre. Dean, pour une fois, ne dit rien. Sa bouche s'ouvrit puis se referma. Ses sourcils se froncèrent comme s'il essayait de comprendre une langue qu'il n'avait jamais apprise. Le juge jeta un coup d'œil à la défense. Autre garant financier? L'avocat de Mélissa patauja. Non, votre honneur, pas pour le moment. Alors il reste en détention. Coup de marteau. Motion rejetée. L'audience est levée. Mélissa émit un son, quelque chose entre un hoquet et un sanglot, et tendit la main vers Dean. C'est bon, chérie. On va arranger ça. Mais Dean était déjà escorté, les mains derrière le dos, les poignets serrés dans l'acier. Il ne la regarda pas. Il me regarda. Si les regards pouvaient tuer, je serais enterré avec tous les honneurs. Je me levai et boutonnai mon manteau. Mélissa se précipita hors de son siège, ses talons claquant comme des pétards sur le linoléum. Michael. Michael, appela-t-elle, me poursuivant comme si elle avait quelque chose à dire qui annulerait tout. Elle atteignit le couloir juste au moment où je passais les doubles portes. Je ne m'arrêtai pas. Je ne parlais pas. Je ne me retournai même pas, parce que j'avais déjà entendu tout ce qu'elle avait jamais eu besoin que j'entende.
Le toast d'anniversaire, les commentaires désobligeants, les appels nocturnes avec ses amis, la façon dont elle disait « ce n'est pas le tien », comme si c'était un badge d'honneur. Ils avaient parié sur le fait que je jouerais le rôle qui m'avait toujours été assigné, le réparateur, le filet de sécurité, l'idiot. Mais le château de cartes s'était finalement effondré, et je n'étais plus en dessous. Dehors, le ciel avait la couleur du bitume mouillé. Je traversais le parking seul. Pas de drame, pas de confrontation, juste le son de mes chaussures sur le béton et la certitude que pour une fois, les conséquences appartenaient aux personnes qui les avaient méritées. À 23h34, la maison était silencieuse. Pas de murmure de télévision depuis la chambre d'amis. Pas de playlist de chakras de guérison flottant à travers le haut-parleur Bluetooth. Pas de verre de vin teinte contre le marbre. Juste le calme. Ce silence étrange, scellé sous vide, qui n'arrive que lorsque quelqu'un réalise trop tard qu'il est absolument seul. Mon téléphone vibra une fois, puis une autre. Je ne me suis pas précipité pour le vérifier. J'étais assis dans le salon, les lumières éteintes, fixant une vieille carte encadrée du sentier des Appalaches que j'avais toujours eu l'intention de parcourir avec Tom avant sa mort. Un whisky reposait intact à côté de moi, fondant lentement dans le verre comme s'il attendait une meilleure raison d'être consommé. Le nom de Mélissa brillait à l'écran. D'abord un appel, puis la notification de message vocal, puis la bulle de texte. Elle était persistante, de la manière dont les gens le deviennent quand ils sentent enfin que le sol ne reviendra pas. J'ai ouvert le message vocal et j'ai écouté. Elle ne criait pas. Pas cette fois. Sa voix était plus petite que je ne l'avais jamais entendue, rauque comme si elle avait été utilisée trop souvent et trop négligemment. Michael, s'il te plaît. S'il te plaît. Je ne savais pas que ça irait si loin. Je ne pensais pas qu'il le garderait vraiment. Je pensais que tu interviendrais comme avant. Tu t'en sors toujours. Je sais que j'ai dit des choses, fait des choses, mais je ne le pensais pas. C'est juste mon bébé. C'est tout ce que j'avais, et je pensais que tu comprenais ça. Je pensais que tu. S'il te plaît, appelle-moi. Il y eut une pause, et je pouvais l'entendre renifler une fois. Puis la ligne se coupa. Je regardais les petits points gris apparaître sous son nom. Elle était en train d'écrire. Je n'ai pas attendu le prochain coup. Au lieu de cela, j'ai ouvert mes notes, j'ai retrouvé la ligne que j'avais écrite 3 mois plus tôt après avoir examiné le langage du trust pour la 3e fois. La ligne que j'avais débattue d'envoyer une 12aine de fois avant de décider qu'elle ne devait être utilisée qu'une seule fois, au bon moment. Pas quand elle m'a déçu, pas quand elle a menti, mais quand l'illusion s'est finalement effondrée. Maintenant. Maintenant était le moment. Elle avait franchi tous les seuils, légaux, émotionnels, éthiques. Elle avait fait ses paris. Elle avait choisi ses rangs. Elle avait dit ses vérités quand elle pensait que je n'écoutais pas. Alors j'ai répondu. Juste un texto. Tu as toujours dit que Dean était ton numéro 1. Je n'ai jamais contesté. J'ai simplement fait en sorte que tu puisses affronter ça sans le numéro 2. Envoyé. Lu. Je fixai l'écran pendant 30 secondes. Rien. Puis vint la réaction. Pas une réponse, pas un appel, juste le ping du système. L'application de messagerie vocale enregistrant un autre clip audio. Mais je n'avais pas besoin de l'écouter. Je savais déjà ce que ce serait. Un sanglot, un hoquet, peut-être le son de quelque chose qui tombe. Je voyais tout sans regarder. Elle, debout dans la cuisine, pieds nus, le téléphone encore à la main, le cœur battant trop vite, la respiration courte, fixant ce message comme si c'était une balle gravée dans le verre. J'imaginais le moment exact où ses genoux ont cédé, le téléphone glissant de ses doigts, l'écho de sa chute sur le carrelage. Je l'imaginais s'effondrer sur le sol, non pas avec la grâce de quelqu'un qui veut du réconfort, mais avec l'effondrement de quelqu'un qui a enfin réalisé que la scène est vide. Les lumières sont éteintes, et personne ne viendra la tirer des coulisses. C'est à ce moment-là que ça s'est brisé. Pas parce que j'ai dit quelque chose de cruel, parce que je n'ai pas menti. Elle avait passé des années à nous classer. Pas avec colère, même pas avec malveillance, juste par habitude. Dean en premier, Michael en second, toujours. Je n'ai jamais objecté, jamais haussé la voix, jamais déclenché de dispute. J'ai simplement écouté, je me suis souvenu, et je me suis assuré que le moment venu, quand la réalité déferlerait comme une marée haute, elle serait exactement là où elle avait toujours insisté vouloir être, à côté de son numéro 1.
Sans moi. Le matin arriva comme une sentence. Pas le genre poétique, pas la douce lumière dorée traversant les rideaux de lin. C'était une lumière stérile, une lumière d'hôpital, le genre qui expose plutôt qu'elle n'illumine. Mélissa cligna des yeux, momentanément désorientée par le silence qui pesait sur sa poitrine. Pas de bourdonnement ambiant de la machine à expresso en préchauffage. Pas de bruit de pas feutrés dans le couloir. Pas de son de mon rasoir dans le lavabo de la salle de bain. Juste le silence, profond, total, chirurgical. Elle s'assit dans le lit, notre lit, et grimaça à la sensation de froid à côté d'elle. Pas dû à l'absence, mais à la permanence. Les draps portaient encore mon odeur, mais elle s'estompait. La maison sentait le produit à polir pour bois citronné et rien d'autre. Elle traversa le couloir en traînant des pieds dans le vieux peignoir que je lui avais acheté pour un Noël. Les étiquettes étaient toujours attachées, fines parce qu'elle avait prétendu que la couleur la rendait blafarde. Drôle, elle le portait maintenant comme une armure cousue de regret. Dans la cuisine, les stores étaient à moitié ouverts, des lattes projetant des barres de lumière pâle sur le comptoir de l'île. Et là, bien centrée sur le granit, se trouvait une unique photographie imprimée. Elle l'a reconnue dès qu'elle la vit. Thanksgiving. La photo n'était pas posée. Elle n'était pas flatteuse. Elle capturait la seconde exacte où elle avait levé son verre et porté un toast à Dean. Les yeux brillants, la bouche figée en pleine phrase, à Dean, ma fierté, ma joie, mon numéro 1. Autour de la table, les sourires étaient incertains, les rires incomplets. Et moi, sur le côté, à peine visible, levant mon verre avec une expression plate, un bouche-trou, un personnage de fond dans une maison que j'avais payée en totalité. Mais c'est le cercle rouge qui lui coupa le souffle. Un trait fin et net de marqueur, probablement, dessiné autour de sa propre main et de son visage, figeant ce moment comme une cible de fléchette. En dessous, en petites lettres capitales écrites avec ce même stylo imperturbable que j'utilisais pour signer les chèques d'hypothèque et les documents de succession, il y avait une seule ligne, les classements comptent. Profite de la première place. Ses genoux faillirent céder. Elle s'agrippa au bord de l'île pour se stabiliser tandis que le silence se faisait plus pesant. Le moteur du réfrigérateur se mit en marche. C'était la chose la plus bruyante de la maison. Elle se tourna et ouvrit le tiroir où nous gardions les clés. Vide. La voiture était partie. Pas vendue, juste partie. Elle n'avait jamais été la sienne. Pas légalement. Les titres de propriété comptent. La propriété compte. Je l'avais prise sans cérémonie, sans annonce. Tout comme je l'avais retirée des comptes, des trusts, de l'assurance. Elle courut au bureau. Le classeur était verrouillé. Le mot de passe de l'ordinateur portable avait changé. Le classeur de planification successorale, autrefois posé sur l'étagère du bas à la vue de tous, avait disparu. Les tiroirs du bureau étaient vides, à l'exception d'un sous-verre et d'un stylo sec. Dans le couloir, les portraits de famille étaient toujours accrochés. Mais si elle regardait de près, elle remarquerait une subtile différence. Une photo manquait, un cliché de Tom et moi riant dans le garage, couvert de sueur. Je l'avais reprise discrètement, soigneusement. Elle vérifia son téléphone. Pas de nouveaux messages, pas d'appel manqué. Dean n'avait pas appelé. Pas depuis sa comparution. Le texto de la veille était toujours là, comme une lame. Tu as toujours dit que Dean était ton numéro 1. Je n'ai jamais contesté. J'ai simplement fait en sorte que tu puisses affronter ça sans le numéro 2. Elle le relut 5 fois. Ses doigts tremblaient. Son avocat n'avait pas répondu à son dernier email. La provision était épuisée. Elle ne pouvait pas en payer une autre. Son accès au compte joint était gelé. Elle ne l'avait même pas réalisé avant que la transaction à l'épicerie ait échoué 2 jours plus tôt, mais elle avait mis ça sur le compte d'un problème technique. Comme tout le reste dans sa vie, elle supposait que quelqu'un d'autre s'occupait encore de la maintenance des systèmes. Elle retourna en titubant dans la cuisine, attrapa la photo, la serra comme si elle pouvait changer sous la pression, comme si l'encre allait baver et lui donner une seconde chance. Mais ce ne fut pas le cas. Elle figeait ce moment. Le couronnement public de son enfant chéri avait été préservé. Pas seulement dans la mémoire, mais dans l'encre, dans la stratégie, dans la documentation juridique. Si hermétique, si étanche que même les échos ne pouvaient s'en échapper. Elle se tenait là, pieds nus, le peignoir glissant d'une épaule, et réalisa qu'elle était maintenant la reine d'un royaume vide.
Son fils attendait son procès. Son mari était parti. Ses amis s'étaient éloignés. Bethany n'avait pas répondu à ses 4 derniers appels. La maison était payée, oui, mais plus rien à l'intérieur ne lui appartenait. Ni les meubles, ni la voiture, ni l'héritage. Juste le silence, le cercle rouge et la phrase en dessous. Elle s'assit à la table de la cuisine, posa la photo devant elle, et ne pleura pas. Pas tout de suite. D'abord, elle fixa. Puis, elle se chuchota quelque chose à elle-même. Peut-être un déni, peut-être une prière. Puis, elle pleura. Non pas comme une femme qui a été lésée. Mais comme une femme qui avait enfin compris qu'elle n'avait pas seulement perdu. Elle s'était elle-même déclassée, jusqu'à sortir de l'équation.